Bonjour à tous. Suite à la vidéo précédente, Claude Piron nous donne l'explication du fait que les mythes occupent une place considérable dans les idées relatives aux langues. En effet, comment expliquer de tels décalages entre les idées courantes et la réalité ? Il y a à cela deux raisons principales. Tout d'abord, notre premier apprentissage linguistique a été celui de notre langue maternelle. Comme il s'est fait inconsciemment, nous ne mesurons pas l'énormité du travail qu'ont effectué nos neurones. Pourtant, notre cerveau a accompli d'innombrables opérations de programmation, de mise en mémoire et de renforcement de réflexes avant que nous n'atteignions l'âge de 6 ans, âge auquel notre langue est encore bien loin de la norme. Si au cours de notre scolarité ou à l'âge adulte, nous voulons acquérir une langue étrangère, le nombre d'opérations que notre système nerveux devra mener à bien ne sera pas inférieur, d'où l'impossibilité d'arriver à un niveau correct à moins de 10 000 heures d'études et d'exercices. La réalité est tellement décourageante que nous préférons des mythes tels que les affirmations suivantes. Pour apprendre une langue, il suffit de s'y mettre. Ou encore, mon anglais est tout à fait satisfaisant, etc., etc. Ensuite, l'être humain répugne à être mis en face de son impuissance. Il est courant que des ministres, des éducateurs ou des éditorialistes lancent des appels vibrants en faveur de l'enseignement des langues. Il faut un enseignement des langues ciblé, dynamique, personnalisé. On entend que dans l'Europe qui se construit chaque jour, la connaissance des langues étrangères devient primordiale. Mais est-ce possible ? Or, l'étude neuropsychologique des apprentissages linguistiques, l'inventaire du nombre d'unités à transformer en réflexes pour posséder le moindre idiome occidental et l'analyse des résultats des diverses méthodes appliquées à l'enseignement des langues montrent que la maîtrise d'une langue étrangère est hors de portée de la majorité de la population. Combien de temps faudra-t-il encore pour que les yaka ou faucons habituels soient remplacés par une analyse réaliste des possibilités? Nul ne peut le dire, mais tant que l'on n'osera pas regarder en face l'impuissance humaine dans ce domaine, on se bercera d'illusions. Claude Piron, qui avec bien d'autres a assumé la tâche d'organisateur conseil appelé à analyser la gestion de la communication linguistique internationale afin de trouver des solutions optimales, a ainsi approfondi son analyse. Les mythes sont des tranquillisants qui ne résolvent rien. Ayant dénoncé leur caractère fallacieux, il nous faut toucher du doigt la réalité. Comme nous venons de le voir, il y a une résistance énorme à voir en face que les langues naturelles sont terriblement difficiles. Si difficiles que, à une exception près, dont je parlerai par la suite, les étrangers n'arrivent pratiquement jamais au niveau des personnes dont l'idiome étudié est la langue maternelle. Nous connaissons tous des gens qui vivent en Amérique du Nord ou en Europe depuis 20 ans et qui, malgré cette immersion totale, gardent leur accent étranger et continuent à faire des fautes grossières. Cette profonde difficulté rend vains les efforts désespérés déployés à la recherche de la méthode miracle. Quand, au niveau ministériel ou dans quelque instance pédagogique, les enquêtes sur le niveau en langue aboutissent à un constat d'échec, les intéressés refusent de voir en face que les langues étant ce qu'elles sont, il est impossible d'aboutir globalement à autre chose qu'à un échec. On incrimine les professeurs ou la méthode. On modifie ainsi l'enseignement au gré des modes. On abandonne la vieille méthode systématique avec mémorisation de vocabulaire et apprentissage progressif de la grammaire pour se lancer dans la méthode directe. Puis on passe à l'audiovisuel, puis à l'enseignement programmé, puis à l'immersion totale, etc., etc. Lorsque je dirigeais l'Institut de la francophonie pour l'informatique de Hanoï, j'avais dû chercher un remplacement pour un professeur de français qui avait démissionné. Avec le directeur du bureau Asie-Pacifique de l'Agence universitaire de la francophonie, nous avions eu des entretiens avec un certain nombre de candidats
et nous avions finalement sélectionné un professeur qui avait très impressionné le directeur du bureau Asie-Pacifique par un discours extrêmement technique sur sa nouvelle pédagogie d'enseignement du français. Les cours de l'Institut étant donnés en français, il était indispensable que les étudiants de l'Institut en aient une connaissance suffisante pour suivre des cours techniques en informatique. Il faut avouer que le niveau en français de ces étudiants était particulièrement lamentable. À la création de l'Institut, l'enseignement avait été assuré par des expatriés. Pour réduire les frais de personnel, l'AUF les avait fait petit à petit remplacés par des professeurs vietnamiens francophones engagés sous contrat local. Parallèlement, le niveau en français avait fortement baissé, ce qui m'avait fait soupçonner que les professeurs vietnamiens, dont le français n'était pour eux qu'une langue seconde, faisaient leurs cours en vietnamien aux étudiants vietnamiens, en dépit des règles de l'Institut qui spécifiaient que l'enseignement des cours techniques devait se faire uniquement en français. Enfin, toujours est-il que le candidat au poste de professeur de français qui avait mis en avant les prétendues nouvelles techniques pédagogiques lors de l'entretien, cette personne fut engagée. Le directeur du bureau Asie-Pacifique de l'époque, un Français unilingue, fut complètement convaincu par ce baratin et avait mis tout son poids dans la balance pour que j'engage cette personne. Si toutefois on peut parler de méthode, il est évident que celles qui conviennent à certains élèves ne conviennent pas à d'autres, si bien que le changement de méthode a essentiellement pour effet de modifier le classement. Le 1% d'élèves qui, sans séjour linguistique, arrivent à s'exprimer dans la langue étrangère lorsqu'ils se présentent au baccalauréat dans sa version française, par exemple, restera toujours 1%. La seule différence est que Paul, qui était à l'aise que dans le systématique, a cédé la place à Jules, à qui la méthode directe convient mieux, parce qu'une série de hasards veut que sa mémoire se soit structurée d'une autre manière. Dans ce débat, on invoque souvent l'expérience de l'étranger, mais on isole le facteur pays de l'ensemble des éléments en jeu. Pourquoi les jeunes Hollandais, les jeunes Allemands, les jeunes Scandinaves ont-ils en anglais un niveau bien supérieur aux jeunes francophones natifs ? Il faudrait commencer par comparer le nombre d'heures, qui peut varier sensiblement d'un système scolaire à l'autre. Mais une autre raison saute aux yeux dès qu'on aborde le problème sans préjugés et sans vouloir à tout prix trouver des coupables. Les seuls pays où le niveau général en anglais est plutôt bon, supérieur à celui du reste du monde, sont les pays germaniques. Pays-Bas, partie flamande de la Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse allemande, pays scandinaves. Autrement dit, des pays où la langue maternelle des élèves est très proche dans ses bases les plus fondamentales de celle de Shakespeare. Les latins ne s'en rendent pas compte tout de suite parce que l'anglais comprend une telle quantité de mots d'origine française qu'il n'a pas l'air si germanique que cela. Mais cette couche linguistique, venue avec l'invasion normande, est toujours demeurée superficielle. D'une part, ce n'est pas là que les élèves achoppent. D'autre part, les peuples germaniques ont assimilé eux aussi une quantité considérable de racines latines qui leur rend l'anglais beaucoup moins étranger qu'à nous. Il est plus facile à un petit Hollandais qui dit « Ik kom » je viens, ou à un petit Allemand qui dit Ik komme de passer à l'anglais I come qu'à un petit Français. La différence entre le néerlandais De man moet zingen. ou l'allemand Der Mann muss singen. et l'anglais the man must sing est beaucoup plus faible que la différence entre chacune de ces phrases et l'équivalent français l'homme doit chanter. Le petit français qui veut exprimer la phrase « mon frère est libre » doit faire parcourir à l'influx nerveux un chemin plus grand pour aboutir à l'anglais « my brother is free » que le petit néerlandais Mijn broeder is vrij. ou le petit allemand. Mijn broeder ist frei. Le lecteur estimera peut-être que ces exemples ne sont pas représentatifs de l'ensemble et qu'il y a des cas où l'anglais est plus proche du français. C'est vrai,
Mais tout d'abord, ces cas ne concernent pas l'aspect le plus fondamental de la langue, son esprit, sa manière d'être structurée. Et ce sont les structures qui favorisent la familiarité, bien plus que la matière des mots. Par exemple, il existe en anglais un verbe « outgrow » qui signifie que l'on se débarrasse d'une chose en grandissant, qui, par le simple fait du développement, on dépasse le problème. On dira par exemple d'un enfant qu'on espère le voir un jour outgrow sa manie de se curer le nez en public. Le français qui découvre cette notion doit faire tout un travail pour arriver à la cerner, à la comprendre complètement, parce que rien d'analogue n'existe dans sa langue. L'allemand n'aura qu'à transposer. Herauswachsen. Ne ressemble pas à outgrow, mais ce mot ne soulève pour lui aucune difficulté, puisque Heraus. correspond en général à out, c'est-à-dire en dehors, vers le dehors, et que Wachsen. est la manière normale de traduire croître, grandir, en anglais grow. Ensuite, la part d'éléments d'origine latine dans les langues germaniques modernes est infiniment plus grande que la part d'éléments d'origine germanique dans les langues romanes. C'est vrai que les trois mots qui constituent la dénomination anglaise United Nations Organization sont très proches du français, Organisation des Nations Unies. Mais dans les expressions néerlandaises Organisatie der Verenigde Naties. et allemandes, Organisation der Vereinigten Nationen. on retrouve déjà deux des trois éléments latins. Dans cet exemple, l'ordre des mots anglais paraît tout à fait normal à un germain, alors qu'il va à l'encontre des habitudes françaises. Certes, l'ordre des mots n'est pas parallèle dans ce cas précis, mais la structure consistant à donner à un concept une sorte de fonction adjective en le plaçant devant un substantif fait partie des réflexes courants chez les peuples germaniques. World Health Organization et Weltgesundheitsorganisation. sont structurés exactement de la même manière, alors que le français, Organisation mondiale de la santé, ordonne les concepts suivant une formule différente. Le fait que l'allemand écrive le tout en un seul mot, alors que l'anglais sépare les éléments, n'est qu'une convention d'orthographe, qui ne rend pas la langue moins proche aux jeunes allemands. Pour un Scandinave, un Néerlandais, un Allemand, apprendre l'anglais, c'est presque passer à un autre dialecte de sa propre langue. Pour un Français, ce n'est absolument pas le cas, même si les éléments d'origine française sont très nombreux en anglais. Et pourtant, malgré ces conditions extrêmement favorables, la situation réelle est moins brillante qu'on ne le laisse généralement entendre. Le témoignage suivant, émis par un anglophone, spécialiste des langues et vivant aux Pays-Bas, remet les choses à leur place. Toute personne se rendant aux Pays-Bas ne tarde pas à percevoir la pression qu'exerce l'anglais sur la vie quotidienne. Télévision, radio, imprimés de toutes sortes lui assurent une présence dans chaque foyer et même dans les cours de récréation. Les publicitaires y recourent pour rendre leur message plus percutant. Les journalistes s'y réfugient quand leurs ressources dans leur langue maternelle ne se montrent pas à la hauteur. Certaines personnes vont parfois jusqu'à exprimer l'idée que l'idiome du pays cédera la place à l'anglais en tant que langue nationale d'ici 2 générations. Mais pour le natif anglophone qui observe la situation de l'extérieur, tout cela paraît bien superficiel. La connaissance de l'anglais chez les Néerlandais est bien plus passive qu'active dans la plupart des cas. Elle permet de comprendre les films et les textes, pas d'en produire. De même, le plus souvent, elle n'a pas de profondeur. Elle ne dépasse guère la mince couche dont parle George Steiner. Il y aura une référence à cet auteur anglais un petit peu plus loin. Les groupes musicaux néerlandais chantent souvent en anglais, mais aucune troupe de théâtre ne joue dans cette langue, et les écrivains, bien sûr, ne l'utilisent jamais. Les ventes de la version néerlandaise d'un livre paru en anglais dépassent de très loin celles de l'original. Depuis plusieurs décennies, l'anglais est la langue que choisissent entre 85 et 97% des élèves d'Europe occidentale.
Or, 94% des personnes testées dans cette région du monde sont incapables de comprendre correctement un texte courant dans cette langue. Il n'est sans doute pas inutile de donner quelques indications sur le temps nécessaire, en moyenne, pour atteindre un niveau déterminé dans une langue donnée. Les exemples suivants sont représentatifs. Commençons par Sylvain, 6 ans. Ces énoncés comprennent une abondance de formes telles que « je boivais »,« si elle voudrait »,« il s'asseye »,« une cheval », c'est-à-dire une jument, « la jouetterie », c'est-à-dire un magasin de jouets. Il a pourtant vécu dans l'immersion totale, comme dit le jargon des séjours linguistiques, plus de 20 000 heures. Est-ce un cas spécial? Pas du tout. Chez un petit Américain du même âge, nous relevons des formes telles que I camed pour I came, foot pour feet, it's mine pour it's mine, when he'll go pour when he goes. 20 000 heures ne suffisent pas pour apprendre le bon usage. Ce serait une erreur que d'imputer ces fautes au jeune âge des sujets. En effet, aucun ne dénote une immaturité de l'intelligence. Bien au contraire, l'enfant est plus logique que la langue officielle. Les fautes représentent uniquement la non-insertion ou l'instabilité dans ces structures nerveuses de réflexes conditionnels portant sur des exigences irrationnelles. Examinons maintenant le cas de Monique, qui est étudiante d'anglais. D'une année passée dans une université britannique, elle rentre profondément déçue. Je ne serai jamais à égalité avec les anglo-saxons. La dernière fois que j'ai fait un exposé, le professeur a relevé une 60aine de fautes. La plupart de ces erreurs portent sur l'accent tonique, mais ce n'en sont pas moins des dérapages ressentis comme agaçants pour un anglo-saxon. Ils mettent Patricia en position d'infériorité. Quand, ensemble, nous additionnons ces heures de cours, d'études personnelles, de pratiques, d'immersion totale dans la vie quotidienne, nous aboutissons à 4152 heures. Monique était déçue de son niveau en connaissance active de la langue. Mais qu'en est-il de la simple compréhension chez les personnes qui ont eu, comme elle, entre 3000 et 5000 heures d'anglais? On trouve chez elle une assez bonne compréhension des textes, de l'ordre de 80%. C'est tout de même loin d'être exaltant vu l'ampleur de l'investissement en temps et en énergie. Lorsque j'invite 30 personnes à ce niveau à commenter une photo de Keystone parue dans la presse le 3 novembre 1990 et reproduisant la première page du quotidien The Sun avec en lettres énormes les mots « Up yours » de l'or, aucune ne comprend ce que cela veut dire. Il est probable que bien des rédactions n'ont pas mieux compris. Cette photo a apparu dans des quotidiens respectables qui y auraient regardé à 2 fois avant de publier en si gros caractères « De l'or va te faire ». Les erreurs de compréhension sont encore relativement fréquentes dans cette catégorie de sujets. Par exemple, la plupart ne se doutent pas que paved street ne signifie pas rue pavée. Et ils sont très surpris quand ils découvrent que government veut souvent dire autre chose que gouvernement. Monsieur X, suisse-allemand, est cadre dans une banque. Il sait s'exprimer en français. Mais on était de l'opinion que c'était nécessaire de faire baisser les nouvelles taux hypothécaires, dit-il par exemple, et le reste est à l'avenant. Si l'on additionne tous ces moments d'études et de pratique de notre langue, y compris un stage d'1 an en pays francophone, on obtient un total de 9602 heures. Adressons-nous maintenant à 5 personnes qui ont vécu au moins 1 an aux États-Unis, lisent régulièrement la presse américaine et situent entre 5000 et 12 000 heures leur durée totale de contact avec l'anglais. Comprenant cours et pratique. Lorsque le Claude Piron leur soumet l'article The campaigners' decision by default, paru dans le numéro 43 de Time, page 22, il constate que sur les 50 membres
de phrases qu'il contient, seuls 44 sont pleinement compris, soit 88%. Les passages incompris diffèrent suivant les sujets, sauf le suivant, hermétique pour tous. He mounted a sharply focused, though overly glib and often shrill, attack, repeatedly taunting Gore about pulling a Clinton, that is, waffling. Voici enfin un groupe de 7 cadres haut placés dans des multinationales. Un Français, un Italien, un Suédois, un Argentin. Ils s'expriment dans un anglais parfait. L'enquête révèle qu'ils ont tous fait entre 3 et 6 années universitaires dans un pays anglo-saxon, la plupart dans des business schools, c'est-à-dire des écoles d'administration des affaires. Pour celui dont les études ont été les plus courtes, le nombre d'heures de contact avec l'anglais depuis l'enfance s'élève à 15 300. La moyenne est d'environ 17 000. En fait, on peut distinguer plusieurs seuils de capacité linguistique. Pour pouvoir se débrouiller dans les situations courantes, il faut avoir entre 1500 et 2000 heures de contact avec la langue. Mais à ce stade, une bonne partie des énoncés restent encore fermés à l'intéressé. Lors d'un test sur des jeunes de ce niveau, 10 titres sur 30 dans le magazine Time n'ont pas été compris. Par ailleurs, se débrouiller, c'est encore loin d'être à égalité avec ses partenaires. Un autre seuil se situe aux environs de 12 000 heures. Entre 2 000 et 12 000 heures, la personne peut s'exprimer plus ou moins couramment, mais elle ne possède pas à fond la langue correcte. Par exemple, un spécialiste ne peut écrire un article sans se faire relire par un natif, qui trouve toujours 2 ou 3 corrections à faire par page. Au-dessus de 12 000 heures, l'intéressé peut être considéré comme possédant l'idiome, du moins s'il est doué ou s'il a affiché une grande importance à l'apprentissage linguistique. Nombreuses sont tout de même les personnes qui, après une vie passée parmi les anglo-saxons, n'arrivent pas à faire les distinctions phonétiques que comporte la série but, bat, bet, beat, beat. Et le cas de cet Italien qui, depuis 20 ans en France, dit toujours « il fallerait », profondité, et c'est chaud, pour dire il fait chaud. Cela n'a rien d'exceptionnel. Certains Québécois ou Canadiens français pourront rétorquer à Claude Piron que les langues étrangères, et plus particulièrement l'anglais, l'autre langue nationale, n'est en définitive pas si difficile que ça, puisque des centaines de milliers de Canadiens français la parlent couramment. Mais il s'agit pour l'essentiel de francophones, vivant dans des zones du pays où les anglophones sont majoritaires, comme c'est le cas dans la région d'Ottawa ou à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, ou proche des anglophones, comme c'est le cas à Saint-Boniface, ou au Manitoba, ou à Sudbury en Ontario, ou encore vivant dans les quartiers anglophones de Montréal. La langue anglaise est alors absorbée par osmose et capillarité, si j'ose dire, mais dans ce cas, on constate presque toujours une certaine pauvreté d'expression dans l'une ou l'autre langue ou dans les deux à la fois. C'est-à-dire que ce que l'on gagne en largeur, on le perd en profondeur par une richesse de vocabulaire réduite ou par un débordement des structures d'une langue sur l'autre. Au Canada, il m'est souvent arrivé de parler à des francophones de naissance, mais qui n'arrivaient plus à s'exprimer correctement en français pour décrire par exemple le travail qu'ils effectuaient au sein d'une société installée dans une province à majorité anglophone. Je reviendrai sur ce point dans la vidéo numéro 25. Claude Piron pose la question « Pourquoi les langues sont-elles si difficiles ?» Pourquoi, après leur avoir consacré, pendant les études secondaires, entre 1000 et 2000 heures par langue, ce chiffre tient compte du travail à domicile, mais non d'éventuels séjours dans le pays étranger. L'élève a-t-il un niveau si lamentable, exception faite du cas particulier de l'anglais pour les peuples germaniques ? La réponse varie d'une langue à l'autre. C'est ainsi que le chinois serait l'une des langues les plus faciles du monde, s'il n'y avait la prononciation, l'écriture et l'homonymie, la grammaire chinoise étant d'une parfaite cohérence et régularité. Pas de problème de pluriel ou d'accord, pas de conjugaison et donc pas de verbe irrégulier.
La facilité qu'assure cette cohérence apparaît si l'on compare le chinois à l'anglais. Voyons le nombre d'unités que l'élève doit mémoriser dans ces deux langues pour apprendre le présent du verbe être, ainsi que les adjectifs et pronoms possessifs. Là où l'étranger qui apprend le français doit mémoriser 31 formes, l'élève d'anglais doit en apprendre 20, ou 15 plus la règle qui dit que le pronom possessif se forme à partir de l'adjectif possessif par l'adjonction d'un S, sauf dans les cas de my et de his. Mais pour le même rendement, l'investissement que demande le chinois est véritablement minime, puisqu'il suffit de mémoriser 6 éléments. Le verbe est invariable. Nous est le pluriel de je. Son est l'adjectif possessif correspondant à il. Votre, l'adjectif possessif correspondant au pluriel de tu. La parfaite régularité du tableau facilite énormément le travail de la mémoire. Toute la grammaire chinoise et d'une énorme partie du vocabulaire courant présente la même cohérence. Pas besoin en chinois d'apprendre séparément comment on dit compatriote ou coreligionnaire. On dérive soi-même ces mots de pays et religion. Alors qu'en anglais, par exemple, le fait de savoir que pays se dit country ne permet pas de déduire que compatriote est fellow citizen. De même que la connaissance de religion ne suffit pas pour qu'on puisse former soi-même co-religionist. Hélas, pour les Occidentaux, il y a le problème de l'écriture idéographique et la maîtrise des tons qui n'existent pas dans les langues du groupe indo-européen. Ce qui différencie ces mots, c'est la hauteur respective des syllabes ou le fait que la voix monte ou descend sur tel ou tel élément. Ce n'est pas une mince affaire que de percevoir ces distinctions subtiles à l'audition et les reproduire demande à un Européen une gymnastique buccale et un effort de mémoire fantastique. Autrement dit, quelles que soient ses qualités grammaticales, le chinois est une langue difficile pour les Occidentaux. À vrai dire, sa cohérence grammaticale est exceptionnelle. La plupart des difficultés des autres langues tiennent aux irrégularités, aux inconséquences et à l'obligation de suivre certaines structures arbitraires. En d'autres termes, on ne peut généralement pas se fier à son bon sens ou à sa tendance naturelle à extrapoler, c'est-à-dire à appliquer à un cas nouveau ce qu'on a observé dans plusieurs cas précédents. En anglais, la façon la plus courante de dire « je ne » suivi d'un verbe « pas » et « I don't ». Je n'aime pas, je ne veux pas, je ne vais pas, je ne parle pas, se disent respectivement I don't like, I don't want, I don't go, I don't speak. Mais la négation de I can, c'est-à-dire je peux, ou I must, je dois, ne suit pas ce modèle. On ne peut pas dire I don't can ou I don't must. Il faut dire I cannot, I must not. La tendance naturelle à généraliser un cas observé conduit tout droit à l'erreur. Autre exemple pris chez nous. L'étranger, élève de français, qui a vu qu'on disait réduire, que réduire entraîne réducteur, réductible, et que conduire entraîne conducteur et conductible, puis qui rencontre traduire et traducteur, va en déduire qu'on dit traductible. Erreur, on dit traduisible. Ou encore, on lui explique que pour former l'adverbe, on ajoute le suffixe ment, M-E-N-T, à la forme féminine de l'adjectif. Fier va donner fièrement, gracieuse va donner gracieusement. Mais il ne peut jamais se fier absolument à la règle. Il a pu apprendre que le féminin de bref était brève. Cela ne lui dit pas que dans brièvement, un i doit s'insinuer avant la première voyelle. Et puis, il y a des interdits inexplicables. Par exemple, s'il suit son mouvement naturel et dit « elle chante bellement », son français sera incorrect. L'anglais présente quant à lui un bourbier d'expressions peu claires. Les difficultés de l'anglais comprennent de nombreuses incohérences de ce genre,
Mais cette langue renferme en outre bien des subtilités d'autant plus malaisées à décrire qu'on arrive mal à les cerner. Ce sont celles qui font dire aux anglo-saxons, lorsqu'un étranger leur soumet un texte écrit dans leur langue, ils disent « Oui, ce n'est pas faux, les règles et les mots sont corrects, mais un Anglais ou un Américain ne s'exprimerait jamais comme cela. » D'où le sentiment très répandu chez les anglophones, en contact permanent avec des étrangers, que ceux-ci parviennent à utiliser leur langue sans jamais parler le véritable anglais. La langue de Shakespeare, maniée par la plupart des étrangers, produit sur un anglo-saxon l'effet que fera un francophone, dans une conversation courante, la phrase suivante. Quelque nombreux que soient ces essais répétés, ils demeurent dans l'échec. C'est parfaitement correct, clair et compréhensible, mais personne ne parle comme cela. Pour exprimer la même idée, on dira « il a beau essayer, il n'y arrive pas ». So much that is being said is correct, so little is right. Il forme tant de phrases correctes, mais si peu qui sonnent justes. Disait l'écrivain George Steiner, que j'ai mentionné précédemment, au sujet d'étudiants étrangers censés avoir atteint en anglais un niveau opérationnel. Effectivement, à une oreille anglo-saxonne, l'anglais des étrangers rend souvent un son pédant, artificiel et compliqué. Peut-être parce qu'ils utilisent des mots longs là où un anglophone emploiera une multiplicité de monosyllabes. Là où ils disent despise, c'est-à-dire mépriser, il dit look down on. Ils disent to occasion, c'est-à-dire occasionner. Il dit bring about. Ils disent let him say everything he wants, c'est-à-dire laissez-le dire tout ce qu'il veut dire. Il dira let's hear him out. Ils disent compensate, pour compenser. Il dira make up for. Ils disent I'll have to tolerate his presence. Il faudra que je tolère sa présence. Et l'anglophone natif dira I have to put up with him. Bien souvent, une expression formée d'un verbe et d'une ou plusieurs prépositions a plusieurs sens, qu'il faut connaître si l'on veut vraiment savoir l'anglais. Nous venons de voir make-up dans le sens de compenser, mais ce groupe de deux éléments a bien d'autres significations. Pour exprimer l'idée, c'est une histoire qu'il a inventée de toutes pièces. La formule la plus courante est « He's made it all up ». La même expression se retrouve avec deux sens très différents dans les répliques suivantes qu'échangent deux personnages d'un roman de Wodehouse. On notera le parallélisme structurel des deux phrases. He's made up his mind to stay in. Ce qui veut dire, il a décidé de rester à l'intérieur. Well, I have made up my face to go out. Eh bien, moi, je me suis maquillé pour sortir. Les expressions de ce genre, dont le sens est rarement clair, même si on en comprend chacun des éléments constitutifs, représentent pour la mémoire une immense gageure. D'une part, à cause de leur nombre et de leur fréquence d'emploi. Elles représentent une proportion considérable de tout échantillon d'anglais, sauf peut-être dans les textes scientifiques ou très intellectuelles. D'autre part, parce qu'elles sont peu contrastées. On a l'impression qu'il s'agit toujours des mêmes verbes très courants et des mêmes particules tout aussi courantes. On ne possède pas l'anglais tant qu'on est incapable de jongler avec ces expressions. Claude Piron relate qu'un jour, dans un train, il lisait un magazine américain lorsqu'une demi-douzaine de jeunes d'environ 18 ans se sont installés près de lui. La conversation s'est engagée sur l'anglais et, à part une personne plus modeste, tous les autres lui dirent qu'ils estimaient bien savoir l'anglais, qu'ils apprenaient depuis 6 ans. Il leur a donc montré l'article qu'il lisait pour voir s'ils le comprenaient. Les premiers mots étaient « When John Kennedy was done in ». Ils se sont passés le magazine de l'un à l'autre en hochant la tête. Aucun ne comprit cette première phrase, pourtant écrite dans un anglais des plus normaux. Elle veut dire quand John Kennedy a été tué. Pour eux, tuer, c'était « to kill », ce qui n'est pas faux.
Mais l'expression to do in, to do veut dire faire et in veut dire dans, est aussi courante, sinon plus. Celui qui ne la comprend pas ne peut pas dire qu'il sait bien l'anglais. Voilà, permettez-moi de vous présenter Maître John Hasek, qui est en charge de la partie juridique américaine du dossier. Vous comprenez l'anglais? Yes. Good. Following the negotiations undertaken by Shark and Leach, it's been concluded that the outstanding sum pertaining to the relevant contract amounts to $7,343. That is 5,730 euros and 70 cents. Combien, Maître Hasek? Exactement, parce que... Oui, il s'agit là, comme nous l'avions évoqué hier, du reliquat qui se monte à la somme modique de 5 730 euros et 70 centimes. Ouais. Ah, oui. Effectivement, c'est pas... Ça, je vous avais prévenu. C'est pour tous les trois ou... Les trois, bien sûr. Hein, la somme est encaissable à partir d'aujourd'hui, selon le mode de paiement de votre gré, par chèque. Voilà. Donc, moi, en liquide, ça m'arrangerait si c'est possible. Très bien, très bien. Oui, en revanche, je vous conseille de régler très rapidement, sinon il y aura les pénalités de retard. Mais il faut payer... Qui ça? Nous? C'est un héritage. Ah oui, hériter ne signifie pas seulement percevoir, mais aussi acquitter selon qu'il y ait des crédits ou des dettes. Une autre difficulté de l'anglais réside dans l'ampleur ahurissante du vocabulaire. Le mot « grand » exprime une notion qui correspond dans l'immense majorité des langues à un seul mot. En anglais, pour exprimer ce concept, il faut sentir s'il veut mieux dire big, large, tall, great ou grand. Cette ampleur du lexique vient en partie des deux sources romanes et germaniques auxquelles a puisé le vocabulaire anglais. La plupart des langues se contentent d'un seul terme pour rendre des notions telles que inévitable, fraternel, liberté, acheter, lire, oriental. Pour chacun de ces mots, l'anglais en a souvent deux, souvent distingués par des conditions d'usage qui interdisent de les utiliser indifféremment. Ce sera inevitable, unavoidable, brotherly, fraternal, liberty, freedom, buy, purchase, read, peruse, eastern, oriental. Pour savoir l'anglais, il faut apprendre 3 ou 4 fois plus de vocabulaire que pour maîtriser une autre langue et savoir quand employer quel mot. L'Est ne se traduit pas de la même façon selon qu'il s'agit de l'Europe ou de l'Afrique. On dit Eastern Europe, mais East Africa. Cela dit, par rapport à la majorité de la population du globe, nous autres occidentaux n'avons pas trop à nous plaindre. Comme nous appartenons soit au monde latin, soit au monde germanique, il est probable que nous connaîtrons d'avance l'un des deux synonymes. Mais le pauvre Hongrois, le pauvre Coréen ou le pauvre Éthiopien n'a pas cette chance. Il doit se mettre dans le crâne à la fois le brotherly, que l'allemand apprend très facilement, puisqu'il le perçoit comme une variante dialectale de son Brüderlich. et le fraternal que le francophone retient sans effort. Le même problème se retrouve au niveau de la dérivation. Pour un chinois, le fait que des mots anglais comme invisible, invisible, n'a aucun rapport de forme avec le verbe to see, c'est-à-dire voir. Même chose avec incomprehensible, qui n'a aucun rapport de forme avec le verbe to understand, comprendre. Même chose encore avec incredible, qui n'a aucun rapport de forme, là encore, avec to believe, c'est-à-dire croire. Ce sont des pilules dures à avaler. Dans sa langue, pareille divergence est impensable. Le français est une langue qui manque terriblement de cohérence, puisqu'on a la suite percevoir, perceptible, contre concevoir, concevable. On a également la suite comprendre, incompréhensible, contre prendre, imprenable. Mais l'étranger qui a appris dent retient sans peine le mot dentiste. En anglais, il doit commencer par apprendre que dent se dit tooth, puis que les dents se disent teeth. Cet effort fait, il n'est encore nulle part. Le mot dentist ne ressemble à aucune de ces deux formes. Un japonais qui, dans sa langue, fait l'opération ha, c'est-à-dire dent, plus isha, c'est-à-dire médecin, aisha, veut dire dentiste. Il trouve, notre japonais
trouve plutôt saumâtre que la langue étrangère qu'on lui impose à l'école demande à la mémoire un effort aussi énorme, et par référence à sa propre langue, aussi inutile. Pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple, se dit-il amèrement. Chacun de ces synonymes, chacun de ces dérivés, chacune de ces expressions formées de verbes et de postpositions représente une charge de plus pour le système nerveux. Chacun allonge la durée nécessaire pour arriver à posséder l'anglais. Si l'acquisition de la langue écrite s'en trouve sensiblement compliquée, la langue parlée offre des pièges tout aussi redoutables. Peu de langues ont une telle gamme de sons, voyelles, dont beaucoup n'existent pas dans les langues des autres peuples, mais qu'il faut discerner si l'on veut comprendre ce qu'on vous dit. Peu de Français, peu d'Indiens, peu de Brésiliens savent faire la différence entre le « i », bref, de « ship », c'est-à-dire bateau, qui se situe quelque part entre le « i » et le « i » long de « sheep », c'est-à-dire mouton. Rares sont les peuples qui ont dans leurs ressources phonétiques les éléments qu'il faut pour distinguer bath, bat, bet, bait et bat, ou encore bait, bet, bit and beat. Cela veut dire que le nombre de gens capables de participer à une négociation internationale sera limité forcément par cette capacité à imiter des sons peu différenciés n'existant pas dans la langue maternelle des intéressés. Au lieu de confier la négociation à la personne la plus qualifiée sur le plan technique, juridique ou diplomatique, on enverra celle dont la performance en anglais est la meilleure, ce qui est bien sûr une absurdité. Le handicap change de nature, mais est maintenu quelle que soit la solution retenue, à moins que l'on applique une autre approche qui mette les parties à égalité, ce que nous verrons un peu plus tard. The fact that I am a man of action. We will be happy to help you make money in France. Claude Piron a pris conscience un jour d'une autre infériorité des non-anglophones en milieu international. Il représentait une association à une conférence internationale dont la seule langue de travail était l'anglais. Il était secondé par deux collègues, l'un irlandais, l'autre américain. Un Indien a prononcé une longue intervention en anglais dont il perdit à peu près un tiers du fait de son accent. Mais ces deux collègues comprirent tout. L'anglais étant leur langue maternelle, leur niveau de maîtrise était tel qu'ils pouvaient effectuer sur le champ les transpositions nécessaires pour rétablir le sens de ce discours mal prononcé. Moi, dit-il, malgré un niveau d'anglais jugé professionnel, je n'ai pas réussi à le faire. Claude Piron ajoute, peut-être ne suis-je pas très doué, j'ai honte de le dire, mais quand je suis arrivé à New York, fraîchement recruté comme traducteur par l'ONU, un chauffeur de bus m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Je l'ai fait répéter 3 fois en vain. À la 3e fois, je n'avais toujours pas compris. Une brave dame, percevant mon désarroi, a voulu m'expliquer. De son discours, je n'ai compris que le « he says that », il a dit que je ne saurais jamais de quoi il s'agissait. Mais si je suis peu doué, croyez-moi, il y a des millions de gens aussi peu doués que moi de par le monde. Pourquoi ne pas avoir pour eux quelque compassion ou du moins quelques égards? À une époque où les relations entre peuples ont pris une ampleur sans précédent, pourquoi la communication internationale devrait-elle être limitée à la petite élite des surdoués? La question du meilleur moyen de communication entre personnes de langues différentes vaut la peine d'être posée. L'anglais est très loin d'offrir la solution optimale. Encore une fois, je ne peux m'empêcher de l'illustrer avec les exemples de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, et Jean-Pierre Raffarin, un de ses anciens premiers ministres. Win, the yes, need the no to win, again the no. Claude Piron évoque dans son livre un autre exemple vécu de la difficulté de l'anglais. Cela se passe toujours à New York, lors de son premier jour. À l'hôtel où il avait déposé ses bagages, on lui avait montré de loin l'arrêt du bus qu'il devait prendre. Il s'y rend et il voit un panneau visiblement permanent sur lequel il est écrit « No standing ». Il était traducteur professionnel et il venait travailler à l'ONU.
qu'on peut critiquer à bien des égards, mais qui n'est tout de même pas une petite entreprise de 3e classe. Il n'avait eu aucun piston et il avait obtenu ce poste, comme 6 autres individus de son espèce, à la suite d'un concours auquel s'étaient présentés 250 candidats. Il existait donc de fortes présomptions pour qu'on puisse lui attribuer un certain niveau en anglais. Or, ce que lui communiquaient ses connaissances d'anglais, c'était que know, suivi d'un verbe terminé par le suffixe ing, veut dire défense de, et stand, se tenir debout. La panique s'empara de lui. Comment pouvait-il attendre le bus s'il était interdit de rester debout, alors qu'il n'y avait pas de banc? Devait-il s'asseoir sur le trottoir? Il était d'une saleté répugnante. Personne d'autre n'attendait ce bus. Puisqu'il n'avait pas le droit de rester debout, il se mit à marcher de long en large, tout en essayant de demander à quelques indigènes un brin d'explication. Mais personne ne daigna l'éclairer. Le New-Yorkais moyen ne brille pas par la courtoisie, et ces gens étaient tous trop pressés pour perdre leur temps avec un godluro d'immigration visiblement trop récente. Ce n'est que lorsqu'il arriva à l'ONU qu'un collègue lui donna l'explication. No standing veut dire défense de s'arrêter, et encore moins de stationner. Le panneau s'adressait aux voitures. Ainsi, on le voit, on peut avoir consacré à l'anglais des milliers d'heures de son existence et se trouver devant un message impénétrable portant sur l'un des aspects les plus banals de la vie quotidienne. L'anglais est facile, dit-on, mais ceux qui répètent cette phrase prennent dangereusement leur désir pour la réalité. L'anglais n'est pas facile, il est séducteur, il allège par une apparente facilité au début, mais il ne tient pas ses promesses. En fait, l'anglais est si flou que souvent les anglophones eux-mêmes ne le comprennent pas. La femme de Claude Piron donnait des cours de français à de jeunes américaines qui venaient passer une année d'études à Genève en vertu d'un arrangement entre leur université et celle de la ville de Calvin. À plusieurs reprises, elle leur fit traduire en français un article sur des exercices de respiration profonde, intitulé « Short Breathing Exercises ». Chaque fois, à peu près une moitié de la classe traduisait correctement. Bref, exercice de respiration. Mais l'autre moitié écrivait exercice de respiration brève. Il est curieux que ces étudiants ne se corrigent pas après avoir lu le corps de l'article, qui ne laisse aucun doute. Mais le fait est que la langue permet les deux interprétations. Ces cas sont très fréquents en anglais. Curieusement, il est relativement rare que le lecteur ou l'auditeur prenne conscience de l'ambiguïté. Il interprète d'emblée d'une certaine manière et l'autre interprétation possible ne lui vient pas à l'esprit. Je me suis rendu compte un jour qu'un certain nombre de délégués à une réunion de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, se faisaient une idée erronée du nom de l'institution qui les avait réunis. En anglais, elle s'appelle International Civil Aviation Organization, et presque tous comprenaient cela comme signifiant Organisation internationale de l'aviation civile. Heureusement, les noms officiels en français, en espagnol et en russe ne laissent aucun doute. C'est l'aviation qui est internationale, pas l'organisation. Il serait faux de croire que ce genre d'erreur a peu d'importance. C'est une question de compétence juridique. Une organisation internationale de l'aviation civile pourrait traiter des problèmes qui concernent les vols intérieurs. Si elle le faisait, l'OACI outrepasserait ses droits. Le domaine de son ressort, ce sont les liaisons aériennes internationales. Je réfère l'auditeur au livre de Claude Piron pour celui qui désire approfondir le sujet. Mais pour en revenir aux langues européennes, gardons-nous de toute illusion. Leurs difficultés sont si immenses que les changements de méthode ne débouchent jamais sur une réduction substantielle du travail imposé au système nerveux. Une pédagogie différente réussira peut-être à faire gagner 1 heure par-ci, 1 heure par-là, mais l'initiation à l'anglais, au russe,
au français ou à l'espagnol demandera toujours un minimum de 1500 heures pour un niveau très médiocre par rapport à celui qui permettrait de communiquer confortablement sans ridicule. Il est temps de conclure la démonstration. Claude Piron affirme que l'anglais est l'une des langues les moins adaptées qui soient aux exigences de la communication internationale. Les sections qui précèdent en indiquent les raisons. Expressions idiomatiques, grammaire floue, phonétique délicate, vocabulaire inutilement immense. Inutilement, pas d'un point de vue littéraire, bien sûr. Seulement du double point de vue de la commodité et de la justice dans les relations avec les étrangers. Vous vous souvenez sans doute que le linguiste américain Édouard Sapir était arrivé aux mêmes conclusions que Piron, mais la démonstration de Piron est plus étayée et elle est vraiment irréfutable. Comme nous l'avons vu, toutes les langues naturelles ne sont pas à mettre dans le même sac. Mais pour Claude Piron, l'adoption de l'anglais pour la communication internationale est probablement la plus antidémocratique. Elle discrimine entre les peuples, c'est-à-dire les Germains ont un avantage énorme, les Latins viennent ensuite, puis les Slaves, puis les peuples d'Extrême-Orient, suivant les peuples d'Extrême-Orient arrivant loin derrière. Et à l'intérieur de chaque peuple, elle discrimine selon la tournure d'esprit. Bien des personnes douées en sciences et en mathématiques ont un fonctionnement mental qui leur rend une langue comme l'anglais particulièrement difficile à posséder. D'où une énorme injustice. La vie internationale exigeant souvent la maîtrise de cette langue, on substituera aux spécialistes, à l'intelligence la plus puissante, une personne nettement moins forte dans sa partie, mais dont l'esprit s'accommode mieux du système de pensée qu'incarne l'anglo-américain. Claude Piron insiste sur le fait que, sauf exception, un non-anglophone natif ne pourra jamais communiquer en anglais au niveau d'un anglophone natif. Structurellement, il sera et demeurera inférieur dans une négociation avec un anglophone natif ou quand il prononcera une conférence dans un pays authentiquement anglophone. Il ne pourra jamais espérer plus qu'un strapontin au sein des organisations internationales dominées par les anglo-saxons, en dépit du fait qu'on essaiera de lui faire croire qu'il est un membre important du club. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne décidera jamais vraiment pour les autres au sein de telles organisations. Celui qui a des connaissances techniques sera écouté, mais il ne décidera jamais de rien d'important et dépendra d'autres cénacles pour des financements importants, par exemple. Il y a aussi le cas du non-anglophone natif placé à la tête d'une organisation internationale cruciale pour les anglo-saxons, mais qui prend ses ordres chez eux, ou au minimum qui devance leurs souhaits sous peine d'être évincé rapidement. Le lien est évident entre le fait que l'anglais a été adopté comme langue internationale de communication au sein des instances de l'Union européenne et le fait que cette même Union est devenue de facto un protectorat états-unien. C'est une évidence particulièrement criante depuis l'émergence de la crise russo-ukrainienne. La relation de cause à effet est claire, bien qu'elle ne soit jamais soulignée par les médias de grande diffusion. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la rediffuser et à la partager avec vos amis et collègues de travail. Avant toute chose, nous devons gagner la bataille des idées auprès des gens éveillés qui devront ensuite convaincre les décideurs qu'ils agissent actuellement contre leurs intérêts directs. Dans le but de nous asservir, des intérêts puissants ont pris pour cible notre langue afin de la dénaturer dans un premier temps et de la détruire comme ciment de notre volonté de vivre ensemble. Il faut prendre conscience des facteurs qui ont fait reculer de manière spectaculaire l'influence qui s'exerçait par le biais de la langue française dans tous les domaines avant la Seconde Guerre mondiale. Il nous faut comprendre pourquoi les peuples francophones occidentaux sont sous occupation mentale et qu'il leur est difficile de se dépêtrer du carcan imposé par des institutions sur lesquelles ils n'ont presque plus d'influence. En devenant membre d'Impératif Français, vous franchirez une étape dans la bonne direction. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.